bonjour. Donc nous sommes très contents, très heureux pour l'ISPED et le centre de recevoir Bernard Racher. Pour le présenter, il y a déjà beaucoup de choses sur sa première diapositive. Pour vous dire d'où il vient, Bernard est professeur d'épidémiologie cancer. Il est à Londres sur des versants épidémiologiques et biostatistiques. Il est déjà venu nous voir il y a à peu près peut-être un peu plus d'1 an. Il collabore régulièrement avec différentes équipes de stats, d'épidémio. Il connaît pas mal de personnes dans le centre. Et je vais tout de suite lui laisser la parole et vous remercier d'être venu l'écouter. Oui, c'est toujours un plaisir d'être dans cette région, malgré la canicule, enfin, ou plutôt grâce, c'était bien la canicule, j'aimais bien, par rapport à Londres, ce qu'on a souvent. Donc je vais vous faire une présentation sur, en fait, un exemple d'application d'analyse de médiation qu'on a faite. C'était la première fois qu'on faisait des analyses de médiation sur des données observées de type registre de cancer. Et donc j'ai mis Ruan Lee, qui était une de mes collègues avec qui j'ai travaillé et qui maintenant fait un PhD à Harvard. Donc il y a beaucoup de diapositives qui viennent d'elle aussi. Je vais essayer d'employer les bons termes en français, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de termes, je ne les connais pas en français. Donc on va essayer, on va voir. Donc les questions, on a des données de routine, qui sont recueillies par les registres de cancer. On a également des données hospitalières qui sont de routine. Et en général, on lit ces données et on a beaucoup d'informations cliniques, notamment sur les comorbidités et également sur les traitements, et essentiellement les traitements chirurgicaux. On a peu de choses sur la chimio et la radiothérapie pour l'instant, c'est d'autres données, mais on a énormément de données très précises, on a les dates, etc. Et jusqu'à maintenant, évidemment, comme vous connaissez, les registres de cancer, il n'y a pas grand-chose en termes d'information, sauf les registres spécialisés. Et là, maintenant, on commence à avoir beaucoup de données et on avait un problème. Comment analyser toutes ces données puisque ça couvre toute l'Angleterre. Et donc, on avait quelques problèmes pour savoir comment analyser ces données. Donc, nos principales questions était quel est le rôle du stade dans la prise en charge des patients et dans les inégalités de survie. Donc on a de fortes inégalités de survie par exemple par niveau socio-économique en Angleterre, et lorsqu'on discute avec les cliniciens, certains, pas tous, mais beaucoup nous disent c'est normal, ils ont plus de comorbidité, donc on ne peut rien faire avec eux, ou alors ils arrivent avec des stades plus avancés, ce qui explique les différences. Donc on voulait savoir exactement ce qu'il en était là-dedans. Donc les différences de stade et les différences de prise en charge, en particulier du traitement. Évidemment, il y a derrière des implications de politique de santé, parce que comment on va réduire ces inégalités ou mettre les ressources financières et en moyens humains derrière. Et en fait, ça déborde les inégalités socio-économiques parce qu'on a aussi des différences, comme on l'a vu hier, par âge. On a beaucoup de différences de survie et de prise en charge en Angleterre par âge, mais également par région, etc. Et on pensait que les modèles ou les approches de médiation pouvaient nous aider à répondre à ces questions. Alors, on avait commencé à faire ce qu'on appelle un DAG, donc un graphique, où on a le niveau socio-économique ici, on a l'accès à un diagnostic précoce, plus ou moins précoce, le stade, le traitement, la survie. C'est encore assez simple, ici.
Et puis, on se dit, dépendant du niveau de l'endroit où le patient est pris en charge, la qualité et la complétude, je ne sais plus comment on dit, des investigations vont être très différentes. Et on sait que les personnes âgées et les personnes les plus défavorisées ont une plus grande probabilité d'être soignées dans des centres généraux plutôt que dans des centres spécialisés en Angleterre. C'est assez marqué, et également à être traitées par des équipes moins entraînées. Donc il y a ça, donc c'est le type d'hôpital qui va agir sur la qualité des investigations, du bilan. Les comorbidités vont également agir dessus. L'âge, forcément, l'air, l'année, etc. Donc ça commence à devenir assez compliqué. Voilà, il va falloir couper le problème en morceaux parce qu'on ne peut pas analyser tout en même temps. Alors, on avait donc un peu les défis. Chez les patients, c'est juste pour résumer, les patients les plus défavorisés, on a plus de comorbidité. Ils ont en général, ce qu'on a montré, un stade au diagnostic légèrement plus avancé, en tout cas pour le côlon, rectum et sein, également pour le poumon, on a montré ça. Ils sont beaucoup plus souvent diagnostiqués aux urgences. Alors il y a un problème aussi en Angleterre qui est un peu spécifique à l'Angleterre quand même, je pense. Il y a plus de 40% des poumons qui sont diagnostiqués aux urgences. Et pour le côlon, maintenant c'est un peu diminué, mais c'est quand même supérieur à 30%. Et c'est pour beaucoup de cancers, c'est comme ça. Donc, et forcément, il y a des implications parce qu'ils vont être moins bien pris en charge. Donc, indépendamment de leur stade, de leur état de santé, il va y avoir des risques de mauvaise prise en charge et il y a une plus forte mortalité. Comme je l'ai dit, ils sont plus souvent traités dans des hôpitaux, des services non spécialisés et très souvent ils reçoivent ce qu'on appelle des traitements ou des prises en charge suboptimales, donc qui ne sont pas ce qu'on espérait, ce n'est pas ce qu'on vraiment on voudrait si on suit les recommandations. Et le traitement est parfois retardé par rapport également à ce qu'on voudrait. Donc, on avait fait des études plus ou moins classiques et on avait montré que chez les patients qui étaient traités pendant le premier mois, en excluant les premiers jours qui sont les cas d'urgence, eh bien, il n'y avait pas de différence en termes de taux en excès. Pour le taux en excès de décès, pour ces cancers, aucune différence. Donc il semblait que pour même prise en charge, on avait le même résultat. Lorsqu'on faisait des analyses, encore une fois classiques, si on ajustait pour les comorbidités, on n'avait aucune modification pour les taux en excès de décès pour les cancers associés avec les niveaux de défavorisation. Et quand on ajustait pour le stade, on avait une réduction d'à peu près un tiers. Voilà. Donc ça, c'était les analyses classiques qu'on faisait. Alors un autre problème, c'est que ajuster sur le stade, par exemple, voilà, on le faisait, mais en se disant c'est peut-être pas la bonne solution parce que le stade n'est pas franchement un facteur de confusion. C'est plutôt un médiateur parce que l'effet passe par le stade. Donc on le faisait, mais en étant un peu, on va dire, reluctant. Donc on n'était pas tout à fait sûr de ce qu'on faisait.
Mais on était très limité aussi à l'époque avec les données qu'on avait. Et donc, comme je disais, on avait cette limitation avec ces approches un peu basiques, on va dire, pour identifier les mécanismes. Mais on avait quelques petites preuves. Donc, on s'est décidé, on va se dire, on va faire un peu d'analyse de médiation. Alors là, ce qui est un peu, on va dire, unfair, et j'arrive après Linda Valéry, qui était là il y a 10 jours, je crois. Bon, alors, c'est pas le même niveau. Hein. Bon, Linda, c'est experte mondiale. Nous, on est juste des amateurs hein, ici. Hein. Donc, bon, juste très rapidement, pourquoi les méthodes, comme je l'ai dit, les méthodes classiques ne fonctionnent pas? Parce que ce ne sont pas des facteurs de confusion. Donc, par exemple, ici, là, c'est un facteur de confusion entre l'exposition ou le traitement, classiquement, ce qu'on appelle le traitement, l'exposition, et puis l'outcome. Alors que ici, c'est un médiateur. Donc, en fait, on a l'effet qui peut être direct ou indirect. Donc, classiquement, il y a eu des approches qui ont été proposées, les méthodes de différence ou les méthodes de produit, qui ont été proposées il y a déjà de nombreuses années. Hein. Et en fait, ce qu'on faisait, on faisait pour la méthode des différences, on faisait une régression en prenant en compte tous les éléments sur Y, d'accord? Et puis après, on faisait une régression de Y sans le médiateur. Et puis, bêta 1, c'était alpha 1 était notre effet direct, et bêta 1 moins alpha 1 était l'effet indirect. Et puis, la méthode des différences, simplement, on faisait une régression du médiateur. Ici, on faisait une régression médiateur avec le facteur de confusion et X, et on multiplie le gamma 1 avec le alpha 1, et on disait que c'était l'effet indirect, et alpha 1 était l'effet direct. Alors, bon, ces méthodes sont très bien, mais ça ne marche qu'avec des modèles linéaires. Dès que les modèles ne sont plus linéaires, il y a des problèmes. Les deux méthodes donnent des résultats différents, ce qui est un petit peu embêtant. Et d'autre part, c'est très dépendant du modèle. Et dès qu'il y a des interactions, des facteurs de confusion qui sont entre le médiateur et l'outcome, ou qu'il y a plusieurs médiateurs, eh bien, ça ne marche plus. Donc, c'est extrêmement limité. Nous, dans nos données, on a des effets continus, on a l'âge, etc. Donc, on a des spleens, etc. Et donc, on ne peut plus utiliser ce type d'analyse. Alors, alors, vraiment basique, petit rappel. En fait, vous pourrez garder les diapos comme ça. Dans l'approche les approches de causalité, le fondamental, on va dire, c'est qu'on essaye de se remettre en position d'un essai randomisé. D'accord? Et dans un essai randomisé, idéalement, on donne un traitement, on regarde le résultat, et puis s'il n'y a pas d'effet à long terme, voilà, on peut redonner le même traitement à la personne. Et donc, on a les mêmes personnes qui ont les deux options, donc ce qu'on appelle contrefactuels. Les contrefactuels. Voilà. Et l'idéal, donc, c'est vraiment d'appliquer ce qu'on a sur votre gauche, donc à toute la population. Donc, c'est le résultat qu'on obtiendrait si on donnait un traitement A et le traitement B à toute la population. Okay? La partie droite, eh bien, c'est ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire ce sont des associations. Toutes les techniques statistiques qu'on utilise, c'est pour avoir des associations, mais il n'y a aucune causalité derrière, parce il faut des hypothèses, et notamment une des hypothèses qu'on fait quand on fait un essai randomisé, eh ben, l'attribution du traitement est randomisée, donc il n'y a plus de facteur de confusion entre
le traitement ou l'exposition et le outcome. Donc, ce qui fait une des plus grosses, ce qu'on appelle voilà, la plus importante, conditional exchangeability. Donc, en fait, c'est qu'il n'y a pas de facteur de confusion entre, qui va intervenir entre l'exposition ou le traitement et l'outcome. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de se retrouver dans cette situation. Alors, on a donc ces trois principales hypothèses. Et alors, malheureusement, c'est que quand on fait les analyses de médiation, on rajoute quelques hypothèses, ce qui complique un peu le problème. Et notamment, il ne faut pas avoir, donc ici, on a l'exposition, et puis l'effet de l'exposition sur l'outcome Y va passer soit directement, soit à travers un médiateur. Et donc, on a un effet global, l'effet de causal total, et puis on a des effets, on voudrait avoir les effets indirects et les effets directs. Donc, on essaye de partitionner l'effet médié par le médiateur, d'accord? Et puis alors on dit effet direct, en fait, ce n'est pas vraiment effet direct, c'est l'effet non médié par M. D'accord? Parce qu'il peut y avoir d'autres chemins qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas, on n'a pas d'informations. Et alors le principal problème, c'est qu'il ne faut pas avoir de facteur de confusion entre M et Y. C'est surtout le plus gros problème ici. D'accord? Il y a d'autres hypothèses, mais on verra que nous, on a utilisé... voilà, donc le problème, nous, on est dans ce cadre-là, classiquement. Donc, on a le stade, par exemple, qui peut être considéré comme un facteur de confusion entre le traitement et la survie, ou comme un premier médiateur. Donc, en fait, on a des médiateurs successifs, ici, et il y a une composante temporelle ici, puisqu'on a d'abord le stade et ensuite le traitement. Alors, il y a des façons d'analyser ça. Là, j'ai mis pour référence juste, c'est la formule donc, qui n'est pas du tout dépendante d'aucun modèle ici, pour l'effet direct et l'effet indirect que James Robbins avait fait avec le G-formula, donc qui est ici. Et après, nous, dans ce cas-là, il faut utiliser d'autres approches un peu plus compliquées. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les effets directs et indirects analogues, interventionnels analogues, où on a un peu moins en fait, il a été montré qu'on n'a pas trop de problèmes avec les facteurs de confusion entre l'exposition et le médiateur. Et d'autre part, l'interprétation n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'en fait, on ne fixe pas le médiateur à certains niveaux. En fait, on compare ce qui est observé à différents niveaux d'exposition. Donc, pour nous, quand on regarde les inégalités, c'est plus intéressant que les approches classiques. Bon, pour les analyses, ce qu'on a utilisé, c'est en fait une extension de G-Computation Formula, donc où en fait on simule les contrefactuels, d'accord? Donc pour chaque patient d'abord on simule M à partir de notre modèle, on simule ensuite notre Y donc conditionnellement aux valeurs de M et la valeur de la déprivation ici, et ensuite on va faire une moyenne des effets directs et indirects. Voilà. Bon, voilà la parenthèse et maintenant l'application. Donc ici, on s'intéressait essentiellement aux différences socio-économiques pour le cancer du sein, la survie du cancer du sein, et on voulait, comme j'ai dit, essayer de comprendre si le stade et le traitement pouvaient expliquer
ces différences. Bon, ça c'est juste ce qu'on a. Bon, c'est un cancer, il doit y avoir 30 000 cas de cancer du sein par an en Angleterre. Il y a un screening qui est entre 50 et un dépistage entre 50 et 70 ans, et le traitement théoriquement suit des recommandations assez strictes. Donc on a utilisé les données d'un registre, le Northern and Yorkshire Cancer Registry, qui couvre 12% de la population anglaise, et on avait donc sur la période 2000-2007, avec un suivi jusqu'à fin 2007, on avait 36 800 cas. Alors, voilà, donc vous voyez, il y a des différences de survie qui sont quand même pas négligeables. Donc là, on utilise une mesure de déprivation qui est écologique, hein. On utilise des petites aires de résidence et c'est le domaine, ce qu'on appelle le IMD, Index of Multiple Deprivation, et on utilise toujours le income domaine, donc qui est plus sur le cadre income, donc revenu, hein, des personnes, donc de l'aire. Et on divise la population entière, pas les patients, la population entière, à partir des quintiles de la distribution de ces aires. Voilà. Donc, si on regarde le groupe des moins défavorisés versus les plus défavorisés, eh bien, vous voyez qu'à 5 ans, on a quand même une différence qui est pas loin de 10%. Et qui arrive assez rapidement. D'accord ? Donc, deux explications. Il y en a sûrement d'autres, mais est-ce que c'est un problème de stade ou alors est-ce que c'est un problème de traitement? D'accord ? Et est-ce que le traitement est différent parce que le stade est différent ou alors ce n'est pas lié du tout à ça? Alors, si on regarde le stade, vous voyez quand même il y a une différence qui n'est pas énorme, mais quand même, les plus défavorisés ont tendance à être diagnostiqués plus tardivement et les moins défavorisés avec des stades plus précoces. En termes de valeur manquante, bon, il n'y a pas d'énorme différence, mais il y a une petite tendance aussi. Si on regarde maintenant la survie spécifique par stade, vous voyez que il y a des différences, même, alors ça ne se voit pas énormément, mais il y a des différences. Au stade 1, il y a quand même une petite différence. Alors évidemment, la survie est proche de 100%, mais il y a une petite différence. Il y a une différence à stade 2, stade 3. Stade 4, il y avait une différence. Au milieu, il y en a au moins. Et sur les stades manquants, il y a une grosse différence donc, entre les groupes. Et on a un très joli pattern, on va dire, entre le groupe de défavorisation 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour le traitement, on a aussi regardé ça. Alors ça c'est juste des distributions, donc c'est pas ajusté pour par exemple le stade. Mais si on regarde le traitement, donc le traitement ici on a défini, on a tous les codes de chirurgie, d'actes de procédure chirurgicale et on a classé les codes entre ce qu'on appelait major surgery, ce qui est presque l'équivalent de c'est un acte chirurgical avec des visées curatives versus pas de chirurgie ou une chirurgie qui n'est pas à visée curative. Alors ça ne veut pas dire qu'on va atteindre la guérison, mais c'est avec une visée curative. Et on voit qu'on a pour les stades 1 et 2, on a une inversion. On a plus
de chirurgie chez les plus défavorisés. Alors, est-ce que c'est parce qu'en fait les stades 1 et 2, bon, c'est le stade 1 et 2, mais en fait ils sont plus avancés, c'est les stades plus précoces pour les moins défavorisés ou non? Et on a un autre problème, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une petite proportion des patients qui vont avoir le traitement en privé. Alors le privé en Angleterre, c'est du privé, il n'y a pas de couverture avec le NHS, donc il faut avoir des assurances privées et ça coûte très cher, donc c'est peu de personnes pour l'instant, mais ça pourrait peut-être expliquer cette tendance qu'on ne retrouve plus après pour les stades 3 et 4. Donc ça c'était pour les plus jeunes, ça c'est pour les patients qui sont en âge d'être dépistés, et puis ensuite où on a l'inverse pour les personnes plus âgées. Donc voilà, donc retournons à notre diagramme un petit peu compliqué. Donc voilà ce qu'on a. On a le stade, le traitement, et puis c'est à peu près tout ici. Donc, en simplifiant, on a ceci. Et on va découper le problème. Donc, on va d'abord regarder le stade. Donc, ici, le stade est notre médiateur. Et on a la survie qui est notre outcome. Donc, on va essayer de voir quelle est la proportion de différence de survie pour le cancer du sein qui va être attribué ou qui va être médié par les différences de stade. La deuxième phase, on va faire l'inverse, on va prendre le traitement comme médiateur et la survie et l'outcome, et le stade va être mis en tant que facteur de contrôle. Voilà. On a fait d'autres analyses aussi depuis, mais voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc voici les premiers résultats. Vous voyez, oui. Donc ce qu'on a fait, on a regardé en fait on a regardé la probabilité de décès jusqu'à 6 mois. Ensuite, on n'a pas fait de la survie exactement, on a fait la probabilité de décès jusqu'à 6 mois, la probabilité de décéder jusqu'à 1 an, conditionnement sur le fait que les patients avaient survécu jusqu'à 6 mois, etc., 3 ans et 5 ans. Et donc, vous voyez que ici, il faudrait que je mette... donc, on a la défavorisation ici, de 1 jusqu'à 5. 1, c'est donc les moins défavorisés et c'est notre référence. Et ici, on a le odds ratio, donc le risque de décès dans les 6 mois, conditionnellement, dans les 12 mois conditionnellement à 6 mois, etc. Et on voit qu'on a un gradient qui est très important à 6 mois, donc dans les premiers mois, et ensuite qui se réduit, mais qui se maintient plus ou moins tout le long. Okay? Donc ça, c'est notre effet total, et c'est classique. Dans la plupart des cancers, on a un fort effet de la niveau socio-économique, essentiellement dans la première année, et dans la plupart des cancers, ça disparaît ensuite, sauf justement pour quelques exceptions, en particulier les cancers du sein, où on garde des inégalités tardivement, probablement par des récidives tardives. Alors l'effet par le stade, eh bien, on a à 6 mois, vous voyez, on n'a pas grand-chose, à part pour le dernier quintile, et puis ensuite on n'a plus rien. Donc en fait, on a un effet, mais uniquement pour les plus défavorisés, et qui se limite aux premiers 6 mois. Ensuite, l'effet est diminué. Il est encore là, il est toujours là, en fait, pour
à 12 mois, 3 ans et 5 ans pour les plus défavorisés, mais il est beaucoup plus réduit. Et pour le traitement, eh ben, on n'a rien du tout. Il n'y avait aucun effet médié par le traitement. D'accord ? Donc voilà les premières conclusions. Donc on sait qu'il y a de grosses différences de survie. Il y avait un large effet, mais cet effet était médié par le stade uniquement pour les plus défavorisés, et c'est à peu près un tiers à 6 mois et à peu près entre 10% ensuite à 3 et 5 ans. Et rien pour le traitement. Alors on s'est dit, bon, on va regarder un peu plus loin parce qu'on va regarder certaines de nos hypothèses. Donc on a fait des analyses de sensibilité, et la première, on s'est dit, est-ce que les patients les plus défavorisés ne seraient pas sous-stadés? Évidemment, s'ils ont un bilan d'extension qui est moins complet, ils risquent en fait d'avoir un stade qui est sous-estimé, et donc même s'ils reçoivent le traitement selon les recommandations, ils vont quand même avoir une mauvaise survie. Donc on a essayé de voir, on a surstadé 10, 30, 50% des patients les plus défavorisés, et 10% ne changeait pas grand-chose. 30 à 50%, donc le stade aurait médié plus de la moitié des différences de survie. Donc ici on voit à 6 mois, donc vous voyez ici à 10%, il n'y a pas grand chose, un peu ici à 5 ans, mais ici il y a un fort effet. Alors, la survie à long terme serait plus affectée par ça. Donc, est-ce que c'est raisonnable? 30%, 50% de misclassification, ça commence à faire beaucoup. Bon, maintenant, est-ce que c'est possible? Là, on n'en sait rien. On commence à avoir des données justement sur le bilan complet, et essayer de comprendre si tout le monde, quelle est la proportion de personnes, non seulement en fonction du niveau socio-économique, mais de l'âge, etc., qui n'ont pas le bilan d'extension le plus complet, disons. Ensuite, pour le traitement, on s'est demandé, donc, on sait qu'il y a une petite proportion de patients, 4%, il a été évalué à cette époque, 4% des patients avec un cancer du sein étaient traités dans les hôpitaux privés. Et là, on a l'information sur le cancer, mais on n'a aucune information sur le traitement, etc. parce qu'en fait, les données ne font pas partie du NHS et donc ne sont pas envoyées. Donc, on a fait une analyse, encore une fois, de sensibilité très simple. On s'est dit que cette chirurgie n'était que pour les patients les plus favorisés. Et donc, on a, de façon aléatoire, ajouté 4% de femmes qui n'avaient pas de traitement chirurgical chez la catégorie la plus favorisée. D'accord? Et donc, on a fait ça, je pense, 100 fois, une centaine de fois. Et ensuite, on a refait nos analyses. Et ben maintenant, on a en fait un effet chez les plus défavorisés. Donc ici, donc on a la proportion à 6 mois
à 1 an, 3 ans et 5 ans. Donc on n'a pas d'effet ailleurs, mais chez les plus défavorisés, encore une fois, on a un effet du traitement. Donc une partie des différences, des inégalités serait attribuée au traitement dans ce cas-là. Alors donc, voilà, le problème c'est que à ce stade-là, on n'avait pas encore beaucoup de données sur beaucoup de facteurs de confusion possibles, et notamment des facteurs de confusion entre les médiateurs qu'on a utilisés et l'outcome. On a d'autres facteurs comme les comorbidités qui peuvent être considérés également comme des médiateurs additionnels, et donc il faudrait les prendre en compte pour savoir si ça modifie la prise en charge des patients. Donc à l'époque, on n'avait pas de données correctes, fiables, on va dire, là-dessus. Donc c'est tous des travaux qu'on a commencé depuis maintenant 1 an ou 2 et qui sont en cours. Alors juste par rapport à hier, pour la présentation pour la thèse, alors j'ai pas retrouvé, on avait fait une analyse avec les données japonaises sur l'effet de l'âge, les inégalités par âge. J'ai pas retrouvé, je sais pas où est passé le poster qu'on a fait et le début d'article. Donc j'ai pris un autre exemple rapide, mais juste pour montrer qu'il y a pas plein de questions intéressantes. Et là, au Japon, on a quelque chose d'assez curieux. On a la survie des cancers est généralement plus basse chez les femmes que chez les hommes. Ce qui est quand même assez surprenant parce que c'est souvent l'opposé dans la plupart des autres pays, à part pour certains cancers, mais c'est très souvent il y a une tendance en faveur des femmes, et là c'est l'inverse. Donc on s'était demandé pour quelles raisons on voit ceci, et donc on avait d'abord regardé si la première chose, est-ce qu'il y a des différences, des inégalités dans le diagnostic précoce, s'il y avait un rôle de la morphologie. Donc les patients avec des cancers localisés, donc diagnostiques, il y en avait 28% chez les hommes, 22% chez les femmes. Les adénocarcinomas, il y avait aussi des différences, et là c'est pour les cancers du poumon à petites cellules, d'accord, non à petites cellules, pardon, non à petites cellules. Et donc on avait plus d'adénocarcinomas, pardon, c'était les cancers du poumon, on avait plus d'adénocarcinomas que pour entre les deux, donc 62% versus 43%, et les adénocarcinomas étaient en général diagnostiqués plus tôt. D'accord ? Donc la première question c'était est-ce qu'une partie des différences par sexe pour le stade était due à morphologie, et en fait on n'avait pas trouvé de médiation due aux différences de morphologie. Alors la deuxième question c'était est-ce que le stade va médier une partie des différences du traitement chirurgical. Et encore une fois, on avait 24% versus 20% pour les femmes pour recevoir un traitement à visée curative, traitement chirurgical à visée curative, et pour les formes localisées, c'était 69 versus 61%. Et donc là, on avait regardé est-ce qu'il y a un effet, et en fait, on avait trouvé que un peu plus de la moitié de cet effet, donc de cette différence dans le traitement du cancer du poumon, pour ce qui est de la chirurgie, était médiée par en fait des différences de stade. Alors il faut savoir qu'au Japon,
il y a beaucoup de dépistage et de bilan qui se fait dans le milieu de l'entreprise. Et donc, plus on travaille dans des grosses entreprises, plus la médecine du travail, on va dire, est importante et a des moyens. Et les hommes ont tendance à travailler dans des grosses entreprises. Jusqu'à récemment, de toute façon, c'était comme ça, avaient tendance à travailler dans des grosses entreprises, tandis que les femmes étaient plus souvent dans des petites entreprises. Donc, avaient une médecine du travail qui était, disons, moins performante et avec moins de moyens. Donc, ce qui peut expliquer ce qu'on observe ici. Et donc, la dernière chose, ensuite, on a essayé de voir ces différences. Est-ce que ça explique les différences de survie? Eh ben, donc, un peu moins d'un tiers, 27, un peu plus d'un quart, on va dire, était médié pour la survie, la mortalité à 1 an était médiée par les différences de stade. À 5 ans, c'était encore 20%, la mortalité à 5 ans. Et pour ce qui est de la chirurgie, donc les différences de traitement expliquaient un tiers, ou les différences entre sexes médiées par la chirurgie étaient d'à peu près un tiers pour la mortalité à 1 an et étaient seulement de 10% à 5 ans. Donc voilà, ce sont des exemples qui sont relativement simples, mais où on pouvait donner des réponses qui, en termes d'implication de politique de santé et de mécanismes surtout, me semblaient intéressants. Donc là, c'était les premières applications qui ont été faites en utilisant des outils de médiation causale dans des études où on utilisait donc des données de registre, de registre populationnel. Et évidemment, la qualité des données et les détails des données sont probablement des données de routine. Donc on a énormément de problèmes derrière pour les misclassifications, les erreurs de mesure, etc. Donc là, il faut faire derrière un gros travail de sensibilité, donc des analyses de sensibilité pour essayer de voir jusqu'à quel point nos résultats sont robustes avec ces résultats. Avec ces hypothèses qui peuvent être fausses. Et puis, on a tout ce qui est des facteurs de confusion non mesurés. Donc maintenant, on a les comorbidités. Donc, on a fait des analyses sur d'autres cancers. Et jusqu'à maintenant, les comorbidités n'expliquent pas grand-chose. Pour ce qui est des inégalités, ça explique évidemment le résultat de la survie, tout, mais pas les inégalités. Encore une fois, les comorbidités peuvent être moins bien enregistrées ou moins bien mesurées chez certains groupes de patients en fonction du niveau socio-économique, etc. Et donc peut influer évidemment les résultats. Bon voilà, c'est tout, je pense. Et puis j'ai mis quelques références. Donc en fait, il faudrait le mettre à jour parce que donc il y a le bouquin qui est sur Internet de Miguel Hernan et James Robbins qui est vraiment très bien. Ils ont sorti la partie 3, donc c'est complètement out of date là. En fait, il y a 1 mois, donc, et il est disponible pour tout le monde. Il est très bien. Sinon, il y a en médiation, il y a Vanderville qui a un bouquin qui est très très bien. Et puis Linda Valéry qui avait fait une étude qui est assez similaire à ce qu'on a fait, assez proche, mais sur les disparités entre blancs et noirs aux États-Unis, et qui en fait arrivait à des conclusions assez proches sur le stade qui expliquait à peu près 30%
Et puis voilà, il reste et n'est pas expliqué par le stade. Donc voilà. Puis c'est tout. Hein. Voilà. Ben, merci.